Je crois que personne ne se doutait de l'enthousiasme que ça allait soulever et de l'histoire qui allait s'écrire jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande chance pour nous d'être ici, d'amener la capitale de l'automobile à la capitale de la musique pour fêter le 40e anniversaire de la Mustang. Un grand jour, beaucoup de fans et beaucoup de magnifiques voitures. À ses débuts, cette voiture est une voiture d'assistante de direction à 2395 $. C'était l'idée initiale. Je n'avais encore jamais vu de ma vie autant de Mustangs rassemblés en un seul endroit. Elles conviennent aux gens un peu enrobés. Au début des années 80, notre gamme de véhicules n'était pas aussi impressionnante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et cette voiture nous a aidés à surmonter des périodes difficiles. Le Mustang, terme venant de l'espagnol mestano qui signifie sauvage, est une race de cheval importée à l'origine par les conquistadors et retournée ensuite à l'état sauvage, ce qui a changé à jamais la vie des Amérindiens. Mustang est ainsi devenu un mot américain très évocateur de l'image des cow-boys du Far West, du superbe avion de combat de la Seconde Guerre mondiale et bien sûr de la bien nommée pony car des années 60, la Ford Mustang. 40 ans plus tard, la Mustang célèbre son histoire légendaire à la Mecque de la musique country, Nashville, dans le Tennessee, avec plus de 3000 Mustangs attendus de tous les États-Unis sur un circuit. Ceci est l'histoire d'une quête, celle de la beauté. Dans cette quête, l'homme a d'abord tiré son inspiration des formes de la nature. En Égypte, la plante papyrus a servi de motif pour les bases des colonnes architecturales des temples. Les robes des jeunes filles, les vases d'albâtre et la forme des chars, ancêtres de tous les véhicules et beaux objets montés sur roues. Les plus beaux véhicules sur roues étaient conçus en fonction d'une certaine élégance et fabriqués à la main pour de rares privilégiés. Mais une innovation va soudainement marquer de son empreinte l'histoire du déplacement de l'être humain. Personne ne se souciait que l'automobile, à ses débuts, ressemble à la si familière calèche, mais sans le cheval. Ce qui comptait avant tout pour les gens était de savoir si elle était sûre et si elle fonctionnerait bien. Les automobiles furent toujours conçues comme des voitures d'attelage, empruntant les mêmes formes année après année. Puis elles devinrent un moyen de transport de masse, avec des carrosseries en acier pouvant être reproduites par millions. À la fin des années 20, la Ford Model A succéda à la Ford Model T. C'était le début d'une nouvelle ère de l'automobile, une automobile produite en série, mais dont le dessin devrait aussi plaire au plus grand nombre. Tandis que les ingénieurs travaillaient pour améliorer la mécanique, les stylistes, quant à eux, dessinaient des formes les plus esthétiques possibles. Durant ces années formatrices, naquit le concept de la voiture moderne, tandis que le travail du styliste devint une quête organisée de la beauté. Un concept conduit à la digne élégance de la Continental, tandis qu'un autre conduit aux lignes nerveuses et instinctives de la Thunderbird. Tout comme un sculpteur peut exprimer la force dans l'immobilité, le styliste doit exprimer une forme relative au mouvement. Il mélange de nombreux éléments pour un effet final d'harmonie, d'ordre et d'originalité. Léonard de Vinci, le maître de la Renaissance, approchait l'art comme une science et la science comme un art.
Son automobile à ressort a quelque chose en commun avec ce prototype conçu dans un studio de création résolument moderne. Tous deux sont finalement très en avance par rapport à l'époque de leur conception. Les concept cars actuels sont une source d'inspiration pour les stylistes. Voici Allegro, une voiture expérimentale que l'on pourrait qualifier de concept car réaliste. Elle a été conçue avec un capot élancé, une calandre qui se prolonge au-delà des phares et un habitable compact, un toit style fastback. Les autres innovations incluent des pédales de frein et d'accélérateur ajustables afin de s'adapter au conducteur. Et voici un nouveau concept dédié au confort de ce dernier, un volant dont la position peut se régler et doté d'une mémoire positionnelle. Par pression de bouton, le conducteur peut relever ou abaisser le volant, ou encore le déplacer vers l'avant ou l'arrière, et ce, dans la position de conduite la plus confortable pour lui. Il peut aussi le faire pivoter de manière à ce qu'il ne le gêne pas pour sortir de la voiture. Quand il revient, il lui suffit d'appuyer sur le bouton de l'unité mémoire afin que le volant revienne dans sa position initiale. Parfois, le dessin original du styliste peut même passer directement sur la chaîne de montage sans avoir à subir beaucoup de changements. Ce fut le cas pour le deuxième prototype de la Mustang. Qu'est-ce qui donne à cette voiture son aspect si performant? D'abord l'intérieur. Il est accueillant, confortable, sportif, surmonté par un tableau de bord capitonné et protégé. Ensuite, l'extérieur. La calandre unique, le long capot, la faible hauteur de caisse, le coffre tronqué, les ailes sculptées pour élancer le profil, les passages de roues arrondis afin de mettre l'accent sur les roues et ainsi suggérer la puissance et la performance. Voici le moment de vérité, la voiture de série. Le travail du styliste, qui a commencé il y a plus de 20 mois, a été exprimé en tissu, caoutchouc, verre et métal. Maintenant, c'est au public de décider si ce styliste a bien travaillé ou non. Monsieur Henry Ford Jr. en personne avait aussi donné son approbation. C'était quelque chose d'énorme. À l'époque, cette décision était extrêmement importante pour la société qui sortait d'une période difficile de plusieurs années. La Falcon avait été mise sur le marché. Le résultat n'avait pas été à la hauteur de nos espérances. Et là, on hésitait car on ne savait pas comment serait reçu ce type de véhicule. Plus petit, mais tout s'est bien passé. Mais la voiture a bien failli ne pas être baptisée d'après ce célèbre cheval, mais comme le montre cette publicité Ford, Torino. Torino, taureau faillit décrocher le pompon. Mais sous cette appellation fut fabriquée une berline de taille moyenne, futur moyen de transport des deux détectives nommés Starsky et Hutch. La Torino par Ford, une nouvelle voiture devant être présentée en avril 64 à l'exposition universelle de New York. Pour eux, les jeunes mariés, les jeunes romantiques, les gens élégants, les belles gens, les actifs, ceux qui lancent la mode en Amérique. Ils voulaient une Jaguar, ils ont dû se contenter d'une Cox. Jusqu'à l'arrivée dans la Monza. Désormais, ces beaux yeux attendent de voir la Ford Torino. Regardez bien le sigle sur la calandre. Ce n'est pas un cheval, mais un taureau. Les Américains vont devoir rajouter un nouveau mot à ceux qui font partie de leur vie, Torino. Des plus hautes sphères de la créativité humaine, Michel-Ange, Donatello, le merveilleux héritage du passé,
aux richesses sauvages et magnifiques de la vie contemporaine, les Italiens ont toujours eu du style, du goût, le sens du somptueux et des couleurs. Cette saveur, désormais entièrement et totalement américaine, on la retrouve dans la Torino. Les plus beaux regards la voient maintenant telle que nulle autre voiture n'a jamais été perçue auparavant. L'unique voiture dans le monde qui soit belle sous tous les angles. La Torino se déplace avec une grâce toute particulière. Elle est absolument irrésistible à regarder, admirer. Mais le cheval surpasse finalement le taureau sur la liste. Et le 17 avril 1964, la première Mustang sort de la chaîne de montage. 40 ans plus tard, la Mustang numéro 1 a sa place d'honneur à Nashville. Voici la vraie Mustang numéro 1, la première à être sortie de l'usine de Red River. Avant d'être disponible pour le public, un certain nombre d'exemplaires furent produits et envoyés à travers le pays, et même jusqu'au Canada pour une tournée promotionnelle. Cet exemplaire s'est retrouvé dans une concession en Nouvelle-Écosse. Un pilote de ligne l'a vu et s'est dit « c'est ça qu'il me faut ». Il a finalement réussi à convaincre le concessionnaire de la lui vendre. Ford a racheté à ce pilote la voiture après en avoir produit 1 million d'exemplaires. Le Mustang se vendait déjà comme des petits pains. Nous avons aussi sous les yeux le prototype de la Mustang 62, très différent du point de vue de la mécanique et du style de la voiture qui a finalement été adoptée à partir de 64. On peut voir sur ce prototype certains éléments qu'on le retrouvera sur la voiture de série. Le cycle du Mustang au galop ainsi que les petits volets d'aération reliés à 2 radiateurs distincts, opérationnels sur le prototype mais uniquement décoratifs sur la voiture de série. Ce sont 2 joyaux parmi d'autres dans la collection du musée. Je suis née à Billericay, dans l'Essex, en Angleterre. Je suis la fille de Philip Clark, qui faisait partie de l'équipe de conception de cette Mustang numéro 1. Je ne savais pas qu'il avait été impliqué dans la conception de la Mustang, avant de retrouver tous ces objets et souvenirs dans le grenier de ma grand-mère. Malheureusement, mon père n'assistera pas au succès de la voiture qu'il a dessinée en référence au célèbre avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, car il décédera en 1968. Mes parents ont dû voir les Mustangs galoper en liberté, et comme cette voiture allait impliquer une notion de liberté et d'état sauvage, mon père a pensé au cheval comme emblème. La gamme des nouvelles Ford 65 vous offre un univers de différents choix, conçus pour s'adapter à votre propre univers. Si ce dernier est décontracté, voici votre choix de Mustang, dont le fer de lance est la nouvelle Fastback, un superbe coupé sportif, un brillant éclair de nouveautés. Ou peut-être est-ce l'univers de l'élégance, auquel cas voici un choix des nouvelles Ford familiales, ne ressemblant à aucune autre Ford jamais conçue. Ou alors votre univers est peut-être le domaine de l'espace, auquel cas la solution est la Fairlane, la plus grande voiture de sa catégorie, la plus généreuse des voitures de taille moyenne. Et pour ceux d'entre vous qui préfèrent le nouvel univers de l'économie, la Falcon est la solution. La Falcon, confortable et spacieuse, est synonyme d'économie et de conduite nouvelle et de performance de plus en plus vigoureuse. Certains d'entre vous préféreront sans aucun doute l'univers intime de la Thunderbird. La Thunderbird, un modèle unique au monde. Et enfin, si votre univers est celui de l'utilité, les Breakford 65 vous offrent encore davantage
que tout ce qui pourrait vous pousser à acheter un break. Vous pouvez faire votre choix parmi tous ces univers, les nombreux univers de Ford Total Performance en 1965. À ses débuts, cette voiture était une voiture de secrétaire de direction, à 2395 $. C'était l'idée initiale. Puis Lee Iacocca et Don Fry m'ont demandé si je pouvais en faire une voiture de course. Ford avait déjà tenté le coup, mais ça avait entraîné beaucoup de désaccords et de conflits internes. Donc on a pris la voiture, on a monté un moteur nettement amélioré, on a retiré 2 sièges à l'arrière, on a mis des freins plus puissants. On a gagné le championnat national plusieurs années de suite, en distançant les Corvettes avec nos Mustangs, ce que personne n'aurait cru possible. J'avais déménagé en Californie, on avait un groupe formidable de pilotes de course chez Shelby American. Et des pilotes de course venant de Suisse, d'Italie, de France, d'Angleterre, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Japon. Tous ces gens admirables adoraient leur voiture, mais n'avaient jamais eu la chance de travailler avec, parce qu'une telle société n'existait pas. Quoi qu'il en soit, on a préparé la première Mustang de compétition et elle a laissé les Corvettes sur place. Par la suite, la voiture est devenue de plus en plus lourde. En 1968, j'ai vu que ce n'était plus une voiture de course, mais plutôt une voiture pour promenade sur les grands boulevards. Mais c'est à cette époque que l'on commençait à aborder les problèmes de sécurité et d'interdictions diverses. Et là, j'ai pris toute la mesure de la gravité de la situation. À partir des années 70, la performance automobile n'était plus en vogue aux États-Unis. On reprenait nos anciens V8 de 500 chevaux qui désormais crachaient péniblement 100 chevaux tout en étant plus fragiles. Je suis parti pour l'Afrique où je suis resté 12 ans. Pendant ce temps, je pense que c'était une période terrible pour la Mustang. La Mustang 2, etc. Beaucoup de choses sont allées à l'encontre de la performance pure. 1965. Une fois de plus, une innovation capitale voit le jour. Conçue grâce à un enthousiasme sans faille et un travail en famille. Voilà le résultat. Une voiture qui va captiver les jeunes et rajeunir les désenchantés. Oui, c'est bien la Mustang. Non seulement un succès en Amérique, mais aussi au niveau international, sur les routes d'Europe et dans le célèbre film Un homme et une femme. Des 3000 Mustangs présents ici, les plus convoités sont évidemment les premiers exemplaires. Ceci est une Mustang de 64. Je l'ai depuis environ 10 ans. Il y a 2 ans, j'ai entrepris de la faire restaurer complètement, ce qui a pris 1 an et demi en tout. La restauration effectuée par un gars en Floride est parfaite. Et comme vous le voyez, jusqu'au moindre détail. Avant, il y avait le moteur d'origine, le 260. Et maintenant, j'ai un 289. Détail sympa, Ford Motor Company avait débuté la production de la voiture le 17 avril. Et celle-ci a été montée le 5 mai. C'est génial que Ford Motor Company ait sorti la Mustang avec autant d'innovation. On pouvait choisir les options et ajouter ce qu'on voulait. Aucune voiture n'était la même à la fin. Moi, j'ai choisi ces sièges baquets spécifiques. Vous voyez, il y a les chevaux, les Mustangs à l'arrière. J'ai ajouté ça. Si je devais donner une estimation pour cette voiture, je dirais qu'elle approche les 50 000 $, ce qui dépasse la cote habituelle. La plus grande nouveauté, c'est que Ford Motor Company avait réussi en quelque sorte à commercialiser la voiture de sport du pauvre. C'est ça qui a fait tout son succès. Et aussi auprès de moi, parce que je suis de cette époque, c'est une forme de nostalgie. Les anciennes Ford de 1929 et d'avant ont perdu beaucoup de leur valeur, parce que les gens de l'époque ne sont plus là aujourd'hui. C'est différent pour nous, les fans de ce qu'on appelle les muscle cars. L'ère des muscle cars, c'est toute cette période allant de 1965 à, disons, 1972.
1973 avec les Dodge Chargers et autres. C'était l'ère des muscle cars. Et aussi l'époque de la plupart de ces gars ici. Regardez autour de vous et vous verrez que la grande majorité de ces propriétaires de Mustang sont dans la même tranche d'âge que moi. Et ils ne sont pas venus ici pour vendre leur voiture. C'est un immense honneur de posséder une des premières Mustangs à avoir été assemblée. Celle-ci a été montée le 11 mai 64. Donc c'est d'un des tout premiers modèles. C'est un véritable plaisir de la conduire pendant 500 miles, même si ça devenait un peu fatigant au bout d'un moment. Sans direction assistée, si en plus il se mettait à pleuvoir. 500 miles pour venir ici? Oui, 537 je crois. Vous ne la changeriez pas pour une autre? Non, jamais de la vie. C'est la voiture de rêve de l'Iacocca et je suis très fier de l'avoir en ma possession. L'incroyable peut-il se produire quand on va à la rencontre d'une Mustang? Demandez donc à Harvey. En jetant un œil à cette Mustang coupée hardtop chez son concessionnaire Ford, il va découvrir de jolies particularités plutôt inattendues à l'intérieur. Siège baquet, revêtement vinyle et tapis de sol au grand complet, tout ça en série. Et soudain, boum! Harvey rêve de victoire sur le circuit de Sebring. Bien droit sur son siège, comme sur une selle, il a assez de chevaux dans son 6 cylindres pour réaliser son rêve en pleine campagne, dans une vague de griserie inédite et sauvage. Découvrez le plaisir que seule une Mustang 65 peut vous apporter. Avec elle, tout peut arriver. Et c'est peut-être vous qui bientôt en profiterez. Il n'y avait que 2 modèles au catalogue de la gamme 64, la décapotable et le coupé notchback, dont voici un rare modèle. Ce n'est qu'en septembre de cette année-là qu'arriva le coupé fastback de +2. Celui-ci affiche les 2 bandes blanches Le Mans dans le style Shelby. Notez également la traditionnelle grille d'aération derrière la vitre latérale. 77 000 exemplaires de ce modèle seront vendus en 1965, l'année où la Shelby GT 350R commence à dominer sur les circuits. C'est une voiture commémorative, une réplique de la fameuse Shelby GT 350 29B Production que conduisait le célèbre pilote de course Mark Donohue dans les années 60. On peut dire que c'est ce qui a rendu la Mustang aussi célèbre qu'elle l'est aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu cette voiture numéro 29, il n'y aurait probablement pas de Shelby aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, je devais avoir environ 20 ans, j'ai effectué des essais comme pilote pour le team Shelby, principalement avec des AC Bristol et des AC Cobra. C'est ça qui m'a fait connaître les Ford et la course automobile. À l'époque, je faisais beaucoup de courses de dragster. J'étais léger, j'avais de bons réflexes et on a entendu parler de moi. La plupart du temps, je faisais des courses de cross-country sur route avec des voitures sponsorisées par Shelby. C'est vraiment très agréable parce que ça fait appel à tous vos sens. Il faut réagir très vite et on ressent vraiment les performances, la puissance et les réactions de la voiture. Il faut que tout soit parfait du début à la fin pour avoir suffisamment confiance à la voiture pour la pousser jusqu'à plus de 240 km/h. En fait, je suis déjà allé dans le mur sur le circuit de Reno avec une Cobra 427. Elle a glissé le long du mur jusqu'au bout des tribunes. Le caveau était plié sur 1,5 m de haut. J'ai plié quelques voitures en course de stock car. J'ai même plié une sprint car une fois. J'ai couru avec toutes sortes de trucs, du moment que ça avait des pneus, des roues et un moteur. Il y a 2 ans, j'ai décidé de restaurer une nouvelle voiture. J'ai eu 103 voitures jusqu'à maintenant. Des classiques au Rolls-Royce en passant par les Street Roads, les Hot Roads et toutes sortes de voitures puissantes. Je voulais une voiture avec un coffre digne de ce nom, performante et esthétique, avec laquelle je puisse autant faire de la route qu'aller à l'épicerie du coin, le tout avec la climatisation.
et avec laquelle je pourrais aussi m'aligner dans toutes sortes de courses, autocross, courses de dragster, courses sur route à grande vitesse. La Mustang s'est imposée comme choix le plus logique, donc j'ai décidé d'en restaurer une. Tout ceci est vraiment incroyable. Je n'avais jamais vu autant de Mustangs en une seule fois. Je suis vraiment ému et fier d'avoir fait partie de ce groupe Mustang à travers l'Amérique qui les a amenés ici. Je suis ravi d'être ici et de participer à cet événement. Cette voiture peut développer 600 chevaux, 450 dans le moteur et 150 de plus avec le kit Nitrous Oxide, le tout relié à une boîte 5 vitesses Tremec TKO. Elle roule très bien jusqu'à 230 km/h. Au-delà, l'avant commence un peu à se balader. Nous verrons plus tard quelques GT350R sur le circuit. Connaissez-vous Henry Foster? Il tient la petite boutique d'antiquités en ville. Depuis 17 ans, Henry déjeunait tous les jours ici, au salon de thé Buttercup Tea, mais récemment, tout a changé. Il n'y est pas allé depuis des jours et des jours. Les gens disent qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, la Mustang est passée par là. Une Mustang hatchback de 65. On l'appelle la 2+2. Il y a 2 sièges à l'avant et quand on rabat les 2 sièges à l'arrière, il y a assez de place pour mettre un parasol de plage, une planche de surf et un plat de faisan en croûte. Henry est devenu un sacré gourmet, alors on essaie que tout soit prêt quand il arrive. Pourquoi ne pas changer votre vie? Demain, prenez donc une Mustang pour aller pique-niquer dehors. Il n'y avait que 5 couleurs à l'origine, même si le rose paraît plutôt inattendu. Pour Noël 64 arrive la petite Mustang à pédales, au prix de 12,95 $, ce qui n'était pas donné à cette époque. Elle a 7 mois et demi. Et la voiture? Elle a un mois de plus que moi. Elle a été montée en janvier 65 et je suis né en février. Elle ne me quittera probablement plus jamais. Il y a beaucoup d'autres Mustangs ici aujourd'hui, et on peut dire que vous avez encore pas mal de travail sur celle-là. Oui, beaucoup de travail, mais c'est un très bon départ. Elle marche, elle roule. J'ai déjà investi environ 2500 $ dedans, y compris les 4 pneus neufs que j'ai mis le mois dernier, en perspective de cet événement. Et combien pensez-vous encore dépenser? Probablement entre 5 000 et 10 000 $, je ne sais pas trop. J'ai toujours été un grand fan des Ford et j'adore les Mustangs. Par quoi allez-vous commencer? Par quoi je vais commencer? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais restauré une pareille voiture. Le projet va sûrement s'étaler sur plusieurs années. J'aimerais avoir une convertible 2005, mais elle ne veut pas que je l'achète. Si je pouvais, ce serait fait en moins d'1 seconde. Si vous pensiez avoir trouvé la perfection avec l'irrésistible Mustang 65, essayez donc la Mustang 66. La nouvelle calandre à ligne horizontale plus fine donne à l'avant de la voiture un aspect plus large et plus agressif. Les nouveaux volets d'aération latéraux apportent du dynamisme au profil épuré de la Mustang. Le dessin des enjoliveurs à papillons de série sur toutes les Mustangs rappelle une mécanique de haute précision. Les moulures aluminium de bas de caisse sont désormais en série sur tous les modèles, excepté ceux étant équipés de l'option GT. À l'intérieur, des cadrans ont remplacé les voyants lumineux sur le tableau de bord de tous les modèles. Et les 3 Mustangs, hardtop, convertibles et 2+2 peuvent tous recevoir l'option GT, comprenant bande adhésive sport, feu anti-brouillard, bouchon de réservoir GT spécifique, pot d'échappement chromé, frein à disque à l'avant et encore bien d'autres choses, une option particulièrement généreuse qui rend la Mustang encore plus impressionnante. Ainsi, la voiture de tourisme, publicitée partout en Amérique, peut devenir tout ce que son propriétaire a envie qu'elle soit. Pour la petite institutrice ordinaire, elle peut être aussi pratique et bon marché qu'elle le souhaite, mais aussi brillante, glamour et luxueuse et performante qu'elle le désire probablement encore plus.
En 1966, plus d'1 million d'exemplaires ont été vendus et la puissance est passée des 101 chevaux d'origine à plus de 270 pour le V8 haute performance. C'est une Mustang 66 que j'ai retapée avec mon fils. Je l'ai achetée quand il avait 15 ans. Maintenant, il en a 19 et il va à la fac à Old Mears. En 2 ans et demi, on l'a complètement démonté jusqu'au châssis. On a tout remonté. C'est ce modèle que j'avais quand j'étais au lycée. Mon fils a vu des photos. Il m'a dit « Papa, c'est ça que je veux. Je veux une Mustang. » C'est un coupé code A, boîte 4, avec double sortie d'échappement d'usine et des jantes Kragar. Mon fils a voulu la moderniser un peu, ce qui est typique des adolescents, donc on a mis des freins à disque à l'avant. Et des jantes de 17 pouces, il adore ça. Il y a aussi un arceau de sécurité à 8 points de fixation. Le moteur est un 289 amélioré, la boîte 4 vitesses est celle d'origine qui entraîne les roues arrière via un pont lui aussi d'origine. On attend la sortie de la nouvelle Cobra, prévue pour 2006. En tout cas, on a entendu dire qu'elle arriverait en 2006. Mon fils aime cette nouvelle génération et moi aussi, alors dès que la Cobra 2006 sortira, on prévoit d'en rajouter une à côté de celle-là. J'ai conduit une Mustang 65 comme celle-là durant mes années de lycée. C'était ma première voiture. Donc pendant longtemps, je n'ai pas voulu changer. Ceci est un coupé Mustang de 66 qui a été monté le 13 octobre 1965. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'acheter au premier propriétaire. Apparemment, elle fait votre fierté. Je dirais qu'à part mon fils de 2 ans et ma femme, c'est ce dont je suis le plus fier. Il travaille beaucoup dessus, mais je l'aide quand j'en ai le temps. Qu'est-ce que vous avez fait dessus? On a refait l'arrière ensemble. Je l'ai aidé à mettre le tapis de sol et il me fait laver et astiquer la voiture de temps à autre quand on doit se rendre à des expos. Je n'avais encore jamais vu autant de Mustangs rassemblés en un seul endroit. Jusqu'à maintenant, on n'est allé qu'à quelques grandes expos, mais ça, c'est vraiment cool. Est-ce que vous achèteriez le nouveau modèle? Absolument, mais en priorité, je vais attendre pour acheter une Shelby 2006. Je dois être un vrai passionné de hot rods. En fait, je préférais avoir un hot rod. En 1967, le moteur le plus puissant de la gamme était un 289 gonflé prenant 7000 tours minute. Mais la configuration du compartiment moteur permit de caser un Big Block de 6 litres 4 pour les clients avides de puissance. Le 390 GT sortait 320 chevaux. La transmission automatique GTA était en option, des options au nombre de 13. La dernière version 6 cylindres est arrivée en 1968. C'est à cette époque que la Mustang GT eut un succès retentissant au cinéma. Steve McQueen la conduisit dans le film Bullitt. Pour faire face au regain de compétitivité des Camaro et autres Firebird de la General Motors, apparut la légendaire Cobra Jet K128, d'une puissance de 335 chevaux. Par la suite, on assista à la sortie de la Mach 1, de la Boss 302, de la 429 et de la Boss 351 en 1971, avec ses typiques prises d'air sur le capot. Cette rare Cobra GT350 de 72 marque plus ou moins la fin de l'ère des Boss. C'est une Mach 1 de 73 avec un 351 Kevland alimenté par un double corps avec la double prise d'air et les jantes larges à l'avant comme à l'arrière. Elle convient aux gens un peu enrobés. Ma première voiture était une Mustang de 73. Iacocca l'avait surnommée la Goinfre. Mais moi, c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est ma voiture. Vous ne la changerez jamais alors? Je ne les changerai contre aucune des autres voitures ici présentes. C'est ma voiture préférée. C'est celle-là que je voulais, c'est celle-là que j'ai restaurée. Le circuit de Nashville ouvrait son tracé NASCAR aux propriétaires de Mustang pour un certain prix à l'époque où les courses sur circuit étaient très prisées. Les courses pour les premières Shelby GT350 de 65 attirèrent beaucoup d'attention et de bruit, avec quelques magnifiques exemplaires de ce célèbre modèle de Mustang destiné à la course. Une longue épreuve avec quelques virages très serrés offre à la foule un spectacle passionnant et sans nul doute empreint de nostalgie pour beaucoup, le tout dans un fracas assourdissant. Mais comme à leur habitude, ce sont les caractéristiques Shelby Le Mans bleues aux bandes blanches qui remportent la victoire. Dans la catégorie moins restrictive des muscle cars, un certain nombre de Mach 1, de Boss et de GT sont sortis.
bien décidé à faire un fracas de tous les diables. Je suis né en janvier 64 et je me souviens que la première voiture de mes parents est une Mustang de 64 rouge coquelicot. Ensuite, mon père a acheté une Mustang de 68. Ma grand-mère avait une convertible de 70. Mon grand-père avait une Boss. Donc ça faisait déjà pas mal de Mustangs. Avant de retaper cette 71, on cherchait en fait un modèle de 70. Et puis on a trouvé celle-là dans une casse, dans le Tennessee. Non, pardon, en Floride. On l'a prise à la casse et on a décidé d'en faire une voiture de course. On pensait qu'elle ferait très bien l'affaire. On l'avait peut-être juste un peu surestimée. Mais après 12 ou 13 ans de développement, elle ne s'en laisse pas remontrer par les Porsche et les premiers modèles de Mustang. Et elle a même déjà dépassé quelques Ferrari, donc ça a plutôt bien marché pour nous. C'est une grosse Mustang, un peu différente de certaines Shelby de 65, 68 et 69, qui sont en fait de petites Falcon. On a aussi une Mustang Torino. Cette voiture-là est une Mach 1 de 71. Elle a un 302 réalisé jusqu'à 331 cubic inches. Elle possède une boîte 5 vitesses Tremec, autrement dit une TKO montée avec un différentiel Ford 9 pouces et des freins à disque à l'avant et à l'arrière de 280 mm. Entre le réalisage du bloc et les nouvelles culasses, nos motoristes moteurs ont réussi à faire cracher cette voiture 530 chevaux au roue arrière, ce qui est plutôt pas mal. On a rajouté beaucoup de fibres de verre dans la voiture, ce qui a permis de réduire le poids à environ 1 tonne 300 avec le conducteur et 80 litres de carburant. Elle est juste un peu plus lourde que certaines Mustang plus petites. Brian, exerçant dans la vie le métier de pilote de jet privé, fait son entrée sur la piste. Nous le suivons avec sa caméra embarquée alors que les voitures s'alignent pendant le tour de chauffe. Brian, à l'arrière du groupe en compagnie de quelques Mach 1, s'est plaint d'un manque de puissance durant la séance d'essai. Espérons que ce problème a été résolu alors que les concurrents se dirigent vers la ligne de départ. Après les virages, la ligne droite devrait permettre à sa voiture allégée et forte de ses 550 chevaux d'accélérer pour dépasser les concurrents. La voici en action. Mais non, Brian est toujours avant-dernier alors que les voitures abordent pour la première fois la section plate en direction des tribunes. Brian est contraint à l'abandon à cause d'un arbre de roue cassé. Souhaitons-lui plus de chance la prochaine fois. Dès 1973, les crises pétrolières, l'obligation d'assurance ainsi que l'augmentation de leurs tarifs condamnent les très gourmands de muscle cars avec leurs énormes V8. Le mot-clé n'est plus performance, mais luxe. En 1974 arrive la Mustang II complètement restylée, basée sur le châssis de la Pinto qui avait remporté le titre de voiture de l'année, avec soit un économique 4 cylindres de 2,3 litres, soit un V6 en option. Au début, les ventes partent en flèche, mais déclinent rapidement, même avec la version V8 et le renouveau symbolique du sigle Cobra. Les critiques lui reprochent des performances faibles et limitées. Quelques-uns iront même jusqu'à dire « donnez-nous un vrai gros moteur ». En 1979, la Mustang dernier modèle est de nouveau choisie comme Pescar pour les 500 miles d'Indianapolis. Et la Mustang Fox, avec au choix un V8 de 5 litres ou à 4 cylindres turbo, continue l'histoire de la célèbre Pony Car. Ford travaillait depuis 1973 sur le châssis de la Fox. C'était le milieu des années 80, avant que l'électronique ne s'impose et résolve de nombreux problèmes. On pouvait avoir à nouveau des chevaux. On pouvait élaborer une voiture qui ferait de nouveau envie sur le marché de la performance, et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Je place de grandes espérances dans la Mustang 2005 qui va sortir. Ce sera sûrement une voiture sensationnelle. De toutes les Mustangs que j'ai élaborées, ma préférée est la vieille 65, qui se vend de nos jours $500 000.
et qui remporte toujours des victoires dans l'arène des courses d'époque. Mais j'attends beaucoup de la Mustang 2005. John Coletti et ses gars ont réussi à maintenir l'esprit de la Mustang SVT de la Cobra. C'est une voiture magnifique. Aucune ne lui arrivait à la cheville pour ce prix-là. Et j'en attends beaucoup en 2005. Parlez-nous de la première Cobra. Qu'est-ce qui la rend si magique à vos yeux? Le rapport poids-puissance, c'est toujours la même chose. C'est ça qui compte et qui a toujours compté. Je me pose beaucoup de questions sur ces voitures qui font 600 ou 700 chevaux maintenant et qui pèsent entre 1,5 tonne et 1,7 tonne. Je pourrais préparer une petite voiture pesant entre 750 et 800 kg avec un petit V6 et tout se laisser sur place. Les premières Cobra avaient un rapport poids-puissance impressionnant. Châssis assez de 900 kg et puissance de 400 chevaux, elles gagnent encore des courses aujourd'hui. Qu'a pensé Ford de tout ça quand ils ont accepté le projet? Iacocca m'a pris pour un fou. Il ne me croyait pas capable de créer une voiture pour 25 000 $ et qui laisserait des corvettes sur place. J'en parlais justement à Don Fry il y a quelque temps dans une interview. Quand je lui ai dit que j'allais faire ça pour 25 000 $, Iacocca aurait dit « Donnez-lui les 25 000 $ avant qu'il ne morde quelqu'un ». Le reste appartient à l'histoire. On a construit 1 millier de voitures et je ne pensais pas que ça tournerait ainsi. Je croyais qu'elles seraient très vite oubliées et finalement, ces voitures sont plus reproduites qu'aucune autre ne l'a jamais été. Des centaines de sociétés nous ont piqué nos idées. Vous pensiez que ça marcherait aussi bien? Non, même pas en rêve. L'édition spéciale du 20e anniversaire de 1984 a été vendue en version hatchback ou en version décapotable et siglée GT350. En 1985, la version SVO fut dotée d'un béquet arrière en supplément, d'une suspension améliorée et d'un moteur turbo-compressé de 205 chevaux. En 87, les rajouts aérodynamiques gratifient la voiture d'un nouveau look, mais les moteurs 2,3 litres ou 5 litres restent inchangés. L'injection électronique permet aux 5 litres de sortir jusqu'à 225 chevaux, ramenant le temps aux 400 mètres départ arrêté à moins de 14 secondes. En 1990, le pilote californien Steve Saleen défie l'héritage Shelby en commercialisant des Mustangs sous sa propre marque. Ceci est une Saleen de 1990. Décidée à ne pas se laisser faire, la SVT sort en 1993 la Cobra SVTR de 235 chevaux. En 1994, moyennant un important relooking réalisé sur ordinateur par des fans anonymes de la Mustang chez Ford, ainsi qu'un nouveau 4 cylindres, on fête le 30e anniversaire de la célèbre Pony Car. La légendaire Pony Car de Ford a été entièrement reconçue pour les années 90. Cette appellation de Pony Car avait été lancée par Ford il y a presque 30 ans. Une toute nouvelle Ford Mustang, incluant bon nombre des éléments qui ont rendu si célèbre le modèle original, a été présentée au début de l'année 1994. Ça va être un succès phénoménal. Elle a une nouvelle carrosserie et une nouvelle mécanique, avec un 3,8 litres qui représente un immense progrès par rapport au vieux 4 cylindres disponible auparavant. Le modèle Mustang décapotable peut être aussi doté d'un hardtop. Je crois que c'est exactement le marché où l'on doit se placer. Et on envisage donc la possibilité de vendre absolument toutes les Mustangs que l'on pourra fournir. Pendant ce temps, la Mustang la plus à la mode est la version fermée de Steve Saleen. Lancées en 1984, les Mustangs Saleen sont rapidement devenues célèbres pour leur suspension Racecraft et leur large béquet arrière. En 20 ans, plus de 10 000 authentiques Mustang Saleen ont été produites en même temps que 500 000 kits d'équipement, ce qui a fait de Saleen l'un des spécialistes les plus réputés en matière de Mustang. À Nashville, les fans font la queue pendant des heures juste pour avoir un autographe de Steve et un petit aperçu de l'univers de ses voitures de course. Les toutes premières ont peut-être l'air un peu démodées aujourd'hui, mais cette Saleen SC de 304 chevaux, modèle 90, était très recherchée à son époque. Encore plus prisée, cette version 10e anniversaire, millésime 94 de couleur noire. La très tape à l'œil Mustang Saleen 2000 de couleur jaune assume totalement son héritage question puissance par rapport à ses ancêtres Muscle Car. Et voici la toute dernière proposition de Steve Saleen, la SSC 2004.
3000 Mustangs sur le circuit de Nashville. Voici la section des Mustangs modernes, peut-être moins populaire que celle des muscle cars, mais qui a quand même de nombreux fans. Regardez cet alignement de Mustangs noirs sur la droite. Un autre célèbre préparateur de Mustangs vient de l'autre côté des États-Unis et se nomme Dario Orlando de Pompano Beach en Floride, le directeur de Stida Autosport. Il vend des kits de transformation depuis les années 80 et des Mustangs de sa propre marque, comme ce superbe modèle de 95 avec son V8 HO de 5 litres qui sort 290 chevaux. Il n'y a pas eu beaucoup de changements après le lifting de la Mustang en 94 et c'est sans doute la seule chose qui l'a sauvée car en 93, les grands patrons étaient prêts à la mettre au rencard. Si les quelques inconditionnels de l'usine ne s'étaient pas débrouillés pour adapter le modèle 934 au budget alloué, la Mustang aurait tout simplement pu disparaître. En 2001, un capot à la ligne nettement plus agressive apparaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une prise d'air sur le capot du modèle 2002? Pas beaucoup de changements en 2003, bien que le look soit un peu plus musclé selon certains. Et là, même si le modèle 2004 présente de nombreux éléments aérodynamiques, cela reste fondamentalement la même voiture qu'il y a 10 ans. La course automobile est une part importante des festivités à Nashville et chaque type de Mustang de course y fait une apparition. Remettez-vous-en à Dieu, enfilez un casque et quelle que soit la Mustang que vous ayez, lancez-vous sur la piste. Celle-ci est une édition Pro Racing de la National Autosport Association. Évidemment, il y a des versions de voitures de course nettement plus extrêmes, comme cette Cobra préparée par Roush pour le Pro Tour. Tout un tas de candidates à la NASCAR sont alignées ici et toutes basées sur des modèles des années 90 à 2000. Jusqu'à ce modèle Rush Racing qu'on supposerait capable de s'aligner au Mans. À Nashville, les immenses tribunes sont encore loin d'être remplies, alors que les propriétaires s'affrontent sur la piste, brûlant du carburant et découvrant en direct ce que peuvent vivre certaines de leurs idoles sur les circuits. Capote baissée, casque sur la tête, là on peut vraiment impressionner sa petite amie, hein? Et attendez une minute, voilà une Mustang 2005. Qui a les clés et qui l'a laissé aller sur la piste? Un tout nouveau V8 aluminium 24 soupapes de 4,6 litres fournit à la Mustang GT 2005 plus de 300 chevaux. Le train arrière à 3 bras et barre Panhard, lui aussi tout nouveau, transmet à la route les 44 mètres-kilos de couple. Prenons donc notre temps pour admirer cette Mustang 2005 5e génération flambant neuve. La version de cette Mustang 2005 à moteur V6 offre quand même la respectable puissance de 210 chevaux. Sur les deux modèles, l'empattement a été rallongé de 15 cm par rapport au millésime 2004 et les dessinateurs ont intégré la forme et l'aspect du modèle original de 64. Il y a 40 ans, je n'aurais jamais pensé avoir la chance de pouvoir être ici pour célébrer cet anniversaire. Ce qui est super, c'est que tout en fêtant le 40e anniversaire de la Mustang, on se prépare à sortir une toute nouvelle voiture pour 2005, dont la production commence en septembre, et ce sera peut-être la meilleure Mustang qu'il y ait jamais eu. Je l'ai présentée comme la toute nouvelle Mustang 67 parce qu'elle a beaucoup de son caractère et de ses gènes. Et si Steve McQueen était encore parmi nous, et qu'il puisse en prendre le volant, il ne manquerait vraiment rien.
Indiscutablement, il y a une évolution chez la Mustang, évolution dont certaines parties ont sûrement été meilleures que d'autres. La Mustang est unique d'abord parce que c'est le modèle de notre société qui a connu la plus grande longévité. L'année dernière, nous avons célébré le 100e anniversaire de Ford et on peut affirmer que le modèle T a été le produit phare des 50 premières années. Mais la Mustang a sûrement été le produit phare des 50 années suivantes. Si on regarde l'histoire de la société, cette voiture représente la 5e génération de Mustang. Pour la première fois, on a eu davantage de liberté dans la conception que n'importe quelle autre équipe de la firme. On est reparti à zéro et la voiture est totalement nouvelle de A à Z. Nouveau châssis, nouvelle suspension avant-arrière, nouvel ensemble mécanique, nouvel intérieur. Tous les éléments classiques de la conception d'une Mustang sont là, mais modernisés. Ce qui est vraiment appréciable dans le fait de venir ici, c'est que la Mustang n'est pas ce que l'on appelle aux États-Unis une reine sur son piédestal, que l'on expose uniquement, mais dont on ne fait rien. Nos clients conduisent ces voitures. Si vous avez la chance d'aller sur les circuits, vous verrez que tous les anciens modèles y sont présents, et on attend la même chose de celle-ci. On travaille pour lancer le modèle de course par la suite. À chaque fois que l'on conçoit une nouvelle voiture, le plus gros défi est d'opposer tout ce que l'on connaît déjà à ce que l'on ne connaît pas encore. L'autre défi unique avec la Mustang, c'est l'étendue de sa présence sur le marché. Par exemple, aux États-Unis, le modèle V6 se vend pour moins de 20 000 $ et par le passé, on a fait des voitures de course qui ont coûté plus de 50 000 $. Concevoir une voiture assez performante pour pouvoir en tirer un modèle de course, tout en conservant l'intégrité du modèle ainsi que son caractère économique pour le client adepte du V6, voilà le plus gros défi. La carrosserie est magnifique. Elle est juste assez rétro pour que la voiture ressemble à la Mustang originelle de 68. À mon avis, quand la SVT s'en sera occupée, elle ressemblera à une ancienne Boss. Elle sera vraiment sensationnelle. Ça nous plaît vraiment. Je trouve que cette touche rétro est vraiment une bonne idée de la part de Ford. The first year, I think the sales were something like 600,000 Mustangs when it first came out. What do you expect out of the new one? Je ne sais pas comment ils avaient effectué la comptabilisation à l'époque. Je crois qu'il s'en est vendu en fait entre 400 000 et 600 000 exemplaires. 600 000 pour les 18 premiers mois et pour le premier modèle. Par rapport à ces chiffres, les objectifs de vente actuels paraissent moins ambitieux. Habituellement, on vend entre 125 000 et 140 000 Mustangs par an. Je pense qu'on va probablement vendre entre 70 000 et 150 000 exemplaires du nouveau modèle, mais on a la capacité de faire davantage. Il faut attendre et voir comment ça se passe. Par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'ici, je reste quand même très optimiste. Je crois que ce nouveau modèle va être absolument extraordinaire. On en attend beaucoup et jusqu'ici, les réactions sont très positives. Depuis 40 ans, il y a une certaine constance dans notre produit et pas beaucoup de variations. Tous les modèles que nous avons lancés avaient toujours beaucoup de choses en commun. Je pense que l'on est resté fidèle à notre produit. On a toujours su y mettre la qualité, avec systématiquement une voiture de base à sa juste valeur et une GT en différentes variantes. À mon avis, c'est pour ça que notre produit a toujours eu autant de succès. Je suis étonné de voir ici, aujourd'hui, autant d'anciens modèles que de récents. On voit bien que l'engouement pour cette voiture n'a jamais faibli. Le principe, elle gagne le dimanche et on l'achète le lendemain, est toujours de mise? Je crois que c'était le cas, mais malheureusement, les choses ont quelque peu changé. Mais on aime toujours gagner la course le dimanche et on est toujours prêt à vendre le lundi. Au poste de rassemblement, à côté du Grand Old Opry rénové et du complexe hôtelier Gaylord de 3000 chambres, le défilé du Mustang se met en route vers le centre de Nashville. Défilé à grande échelle. Plus d'1 millier de Mustangs y participent. Et le modèle ou l'âge n'ont aucune importance du moment que c'est une Mustang.
En Grande-Bretagne, le club de propriétaires de Mustang organise lui aussi la célébration du 40e anniversaire à l'usine Ford de Dunton, dans l'Essex. Sous les yeux d'Henry Ford, des centaines de fans de Mustang se rassemblent pour admirer, acheter et faire un tour sur la piste. Le club existe depuis 25 ans, donc c'est notre 25e anniversaire. Il compte environ 900 membres, avec des Mustangs allant des premiers modèles de 64 au tout dernier millésime. Aujourd'hui, on célèbre le 40e anniversaire de la Mustang. En collaboration avec Ford, cet événement va aussi servir à collecter des fonds pour une œuvre caritative. La piste est ouverte, on a des trophées, des billets de tombola. On est venu pour s'amuser, il devrait y avoir environ 250 voitures ici. On a toujours gardé le même esprit, la même qualité dans les voitures, et le même désir de s'amuser. La Mustang apparaît régulièrement dans toutes les revues britanniques consacrées aux voitures américaines. Je pense que de toutes les voitures américaines, la Mustang est probablement celle qui convient le mieux aux Britanniques. De par ses dimensions, elle rentre dans la plupart des garages anglais. Elle est pratique parce qu'elle dispose de 4 sièges et je pense qu'esthétiquement, elle attire aussi les Européens car elle est moins grande ou moins tape à l'œil que la plupart des voitures américaines. Je trouve que le plus beau modèle est celui de 67. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait. Certains préfèrent le modèle 64. Les modèles V8 sont les plus recherchés. Mais la Mustang est peut-être un peu plus européenne que la plupart des voitures américaines, avec une consommation de carburant tout à fait acceptable. Ceci est le plus petit V8. Pour venir ici, je dois faire environ du 16 litres au 100, ce qui est plutôt bien pour ce type de voiture. 70 000 livres. Oh, mais c'est une magnifique et rare Shelby Cobra GT500. Je ne suis pas trop emballé par la couleur. Qu'est-ce qu'on dit déjà au sujet des voitures vertes? Une grande attention a été portée à tous les détails. Volant en bois et autographe de l'intéressé en personne sur la voiture. 70 000 livres quand même, pour une voiture qui va sur ses 40 ans. C'est une Shelby GT350 de 67. À l'origine, elle a été exportée neuve des États-Unis en Belgique, à Bruxelles. Puis est arrivée au Royaume-Uni un an plus tard, en 1968, d'où le T sur la plaque d'immatriculation. Elle a appartenu successivement à 2 ou 3 personnes. L'une d'entre elles l'avait customisée en vue de participer à différentes expositions. C'était un modèle très connu à l'époque, que l'on voyait dans les revues spécialisées. Malheureusement, à notre époque, passage de roues évasées et peintures personnalisées ne sont plus très bien vus. Cette personne l'a alors vendu à un gars qui voulait se préparer une voiture très spéciale. Il voulait changer le moteur parce que les V8 Ford 289 haute performance étaient très prisés pour les répliques de Cobra et autres. Heureusement, j'ai réussi à le convaincre de me la revendre en état avant qu'il ne démonte tout. C'était il y a 20 ans. Je l'ai conduite un peu à l'époque, même si c'était bien sûr un peu embarrassant de se balader avec cette peinture personnalisée, cet intérieur en velours, etc. Puis j'ai décidé de la restaurer en version d'origine, ce qui est désormais chose faite. À tous les points de vue, elle est redevenue comme elle était à sa sortie d'usine. Les gens qui aiment les Mustangs ne comprennent généralement pas pourquoi je m'intéresse aussi aux Jaguars et vice-versa, mais je pense qu'elles m'apportent chacune des choses très différentes. J'adore le style des voitures américaines des années 60. Je les trouve vraiment très originales et l'idée qu'on peut caser des moteurs toujours plus gros dans ce qu'on appelle une compacte, qui est en fait une assez grande voiture, est tout simplement fantastique. Il faut savoir adapter sa conduite. Elle est plutôt rapide en ligne droite, mais évidemment la technologie date de 40 ans. Et les freins n'ont rien à voir avec ceux des voitures modernes. Il faut donc se montrer indulgent. Mais c'est vraiment très très agréable à conduire. Elle a été modifiée pour que je puisse la conduire avec toutes les commandes à la main. On ne peut pas aller partout avec. Si on va au supermarché, on met 2 fois plus de temps pour faire ses courses parce que tout le monde vient vous voir. La plupart des gens savent ce que c'est, mais ils veulent savoir depuis combien de temps je l'ai, ce que j'ai fait dessus, combien ça coûtait, à quelle vitesse elle monte, les questions habituelles, quoi. Et bien sûr, la question qui revient le plus souvent, combien ça consomme de carburant. Elles sont enfin autorisées à aller sur la piste, mais le règne des pony-cars va être de courte durée. La règle à Dunton, c'est 110 km/h et pas davantage.
Ça fume. 40 ans après sa naissance, la Ford Mustang marche toujours aussi bien. Née des hordes sauvages des chevaux du Grand Ouest et des tribus indiennes des Hautes Plaines, la Mustang a dépassé triomphalement son 40e anniversaire avec une superbe 5e génération. On attend avec impatience le 50e anniversaire.